Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous. Je suis ravi de vous retrouver pour notre édition de 19h sur Alizé Guadeloupe. Voici tout de suite quelques-uns des titres qui seront développés dans cette édition. Pour préparer au mieux le risque cyclonique, les acteurs concernés ont participé à un exercice baptisé Zachary. Un gros plan sur Morne-à-l'Eau, l'une des communes les plus affûtées en cas de cyclone. À partir de demain, près de 6000 candidats vont tenter de décrocher le bac en Guadeloupe. Pour lutter contre le stress et augmenter leurs chances de succès, ils ont le choix entre produits pharmaceutiques et remèdes rasiers. Max Évariste en conflit ouvert avec la direction nationale de Force ouvrière. Le secrétaire départemental du syndicat se voit reprocher sa proximité avec le LKP. Le journal, Ronnie Nabal. Et notre invité ce soir sera Roser Gob, il est directeur de l'ARACT Guadeloupe. Avec lui, nous parlerons de la semaine pour la qualité de vie au travail qui débute aujourd'hui. Le service interministériel de défense et de protection civile organisait aujourd'hui un exercice pour parfaire sa préparation au risque cyclonique. L'exercice Zachary a mobilisé les collectivités locales, les sapeurs-pompiers, Météo France, les associations de sécurité civile ainsi que les différents services de l'État et les forces de l'ordre. Il s'agissait de simuler le passage d'un phénomène cyclonique sur l'archipel, un ouragan de catégorie 2 avec de violentes rafales de vent dépassant les 150 km/h. Dans chaque commune de l'archipel, les municipalités se sont mobilisées. Exemple à Morne-à-l'Eau avec Anne-Elisabeth Arsène. Qui devient un peu plus circulaire. À 9h du matin, l'ouragan de catégorie 2 se situait au sud de Marie-Galante. Zachary poursuit sa route vers le nord-ouest et risque d'entraîner dans son sillage de violentes rafales de vent dépassant les 150 km/h, mais également des creux de 6 mètres accompagnés de violents déferlements sur les rivages guadeloupéens. Pas de panique, ceci est juste un exercice mis en place par la préfecture pour préparer les communes au risque cyclonique. Donc on active d'abord un PC de crise qui se trouve dans chaque commune. L'activation de ce PC fait qu'un certain nombre d'entités vont être présentes afin de gérer l'événement sur une vision de la commune. Et ensuite, l'ensemble des services vont coordonner les moyens afin de répondre au mieux aux exigences de secours, de confinement et ensuite des différentes réactions à mettre en œuvre. La ville de Morne-à-l'Eau organise ainsi chaque année une réunion de préparation au risque cyclonique. Il s'agit de pouvoir venir en aide à la population en cas de force majeure. La population s'organise avec tout ce qu'on entend comme information, mais au niveau de la ville, nous avons une obligation de nous préparer avec les différents services, la gendarmerie, la police et les services techniques de la ville. Alors la réunion d'aujourd'hui, c'est une répétition comme nous faisons chaque année et nous l'avons fait aussi l'année dernière, et aussi à remettre en place sur le plan administratif, comme il y a des changements, il y a des gens qui partent à la retraite, il y a eu un changement au niveau de la municipalité elle-même aussi, donc pour remettre en place le document, que tout chacun soit informé avec les numéros de téléphone et nos différents partenaires. À travers cet exercice, le personnel communal et les services de l'État travaillent de pair afin de coordonner au mieux la gestion d'un éventuel phénomène cyclonique et ainsi sauver des vies. Le camion de collecte de l'établissement français du sang est de nouveau en service, mais les stocks de l'EFS sont encore très fragiles et l'institution lance un appel urgent aux donneurs de sang pour faire face aux besoins. Alors qu'il faudrait une quarantaine de poches de sang par jour, l'établissement collecte à peine 25. Je vous rappelle que la journée mondiale des donneurs de sang est programmée demain, mardi 14 juin, sur le site du CHU. C'est également demain que débuteront les épreuves du baccalauréat 2016 en Guadeloupe. Comme chaque année, c'est par la philosophie que débutera cette semaine d'examen. Sur l'ensemble de la France, près de 700 000 candidats sont inscrits aux épreuves du bac dans 4 591 centres d'examen. Quels sont les chiffres clés du baccalauréat 2016 en Guadeloupe? Les détails avec Jacques Damprobe. Cette année, ils sont 5891 candidats à se présenter au baccalauréat général, technologique et professionnel. C'est près de 300 de moins que l'an dernier. On constate d'ailleurs une baisse du nombre de candidats dans l'ensemble des séries.
La plupart des postulants ont bien sûr été scolarisés cette année. Ils sont 224 à se présenter en candidat libre et puis 70 prétendants sont en situation de handicap. Le plus gros bataillon de candidats, soit 2642, se trouve dans les 3 séries du bac général, économique et social, littéraire et scientifique. Avec 1291 postulants, la série S regroupe près de la moitié d'entre eux. Avec 2052 prétendants, le bac professionnel, si longtemps décrié, arrive en 2e position. Le bac technologique ferme la marche avec 1197 candidats. Tous ces candidats sont dispatchés dans 46 centres d'examen. 1080 correcteurs se pencheront sur leur copie. Romarin pour stimuler les neurones, bain des étudiants pour favoriser la réussite ou le fameux Asafetida pour se protéger. Les plantes, les parfums ou encore les lotions en tout genre ont encore la cote chez ceux qui y croient. Mais d'autres préfèrent avoir recours à des produits pharmaceutiques pour aider à la concentration, améliorer la mémoire ou encore faire disparaître le stress. À la veille du début des épreuves du bac, Johan Charpentier-Titi est allé faire son marché. Trac, stress, anxiété, appelez-le comme vous voulez, mais cette année encore, il sera l'une des stars du baccalauréat. Alors, pour se débarrasser de cet allié dérangeant, certains se pressent en pharmacie, mais que choisir ? Produits naturels, donc produits homéopathiques, produits phytothérapie, une petite tisane pour la détente. Donc parce que de toute manière, quand on est stressé, on perd ses moyens. Donc le stress agit sur les problèmes de mémoire. On a fait un petit stand pour les examens, les bacheliers, pour les aider donc à se déstresser grâce à ces produits-là. Et en plus pour faire avoir une meilleure mémoire avec ce produit qui contient du ginkgo. Ça permet la circulation au niveau de la tête, du cerveau. D'ailleurs, les mêmes produits peuvent être conseillés aux parents, souvent plus anxieux encore que leur progéniture. Quand ce sont les parents qui viennent, donc je donne déjà pour les enfants, pour les jeunes, mais également pour le parent. Parce que le parent stressé stresse l'enfant davantage. Donc, il faut traiter les deux. Ce sont aussi eux qui utilisent des méthodes un peu plus mystiques. Là, tu mets du parsley, du rose rouge, et tu fais de la poudre rouge. Tu fais un petit bain pour l'enfant pour voir si elle réussit. Et moi, quand je fais des petits bains pour mes petits-enfants, je mets un petit peu de lait et un petit peu de vin rouge. Ben, ce sont des premiers parfums que Dieu a mis sur la tête. Pour la réussite, et tu le fais, et tu dis à bon Dieu que mes enfants vont à l'examen, il faut qu'ils réussissent dans la vie. Merci Seigneur. Faites votre choix, ne dit-on pas que tous les moyens sont bons, mais de bonnes révisions et une bonne nuit de sommeil demeurent certainement les meilleurs atouts. Il y a le Memo Boost qui est bien aussi. Un nouvel appel à la grève contre le projet de loi El Khomri est lancé pour demain dans l'ensemble de la France. Une mobilisation pour dénoncer les réformes prévues par cette loi travail. En Guadeloupe, cet appel à la grève est relayé par la CGTG. Les militants de la Confédération Générale des Travailleurs de Guadeloupe devraient se rassembler dès 8h30 devant la poste de Basse-Terre. Et outre la loi El Khomri, Jean-Marie Nomertin et ses mandants ont décidé de se mobiliser pour soutenir des salariés de la SAS Bois Debout appelés devant le Conseil des prud'hommes. Parmi les syndicats appelant à la grève de demain, il y a Force ouvrière, une confédération nationale dont le relais en Guadeloupe est l'Union départementale FO. Mais la ligne politique de FO Guadeloupe ne serait plus du goût des instances dirigeantes de Force ouvrière. Jean-Claude Mailly est en désaccord avec les idées prônées par le syndicat dirigeant local par Max Évariste, un syndicat membre du lienage contre profitation et dont la ligne s'est durcie depuis quelques années. Max Évariste s'exprime sur ce désaveu de sa tutelle nationale devant la caméra de Muriel Barlagne. L'intégration de l'union départementale du syndicat Force ouvrière au collectif Lienage contre profitation n'est pas du tout du goût de la Confédération générale du travail Force ouvrière au niveau national. À plusieurs reprises, les dirigeants du syndicat ont demandé à Max Évariste, le secrétaire général en Guadeloupe, de quitter le mouvement sans succès. Il a dit qu'elle capé
c'est des xénophobes, LKP, c'est des racistes, LKP, son parti politique. Non! LKP, son mouvement qui fait depuis en 2009, où l'ensemble a travaillé, qui a dans les organisations syndicales, certains partis politiques qui proches à travailler, et aussi les associations de consommateurs, eh bien ensemble, nous décidons de mener un mouvement qui baille ça baille. Le différend semble avoir atteint son apogée lorsque le LKP s'est engagé en mai 2015 dans un procès contre l'État à propos des lois de 1848 et 1849 ayant permis l'indemnisation des esclavagistes au moment de l'abolition de l'esclavage. Dès le mois de juillet 2015, la subvention mensuelle permettant de payer les salariés du syndicat FO de Guadeloupe a cessé d'être versée sans avertissement par la Confédération nationale. Il y a des solutions là pour nous faire Évariste, Max, pour nous faire disparaître et pour nous faire partir, nous qu'à sucrer salaire là si, nous qu'à ôter subvention là, donc il est obligé de partir. Mais camarades du peuple Guadeloupe, mais ce peut pas imaginer les autres, c'est dans l'adversité, c'est au moment où bien la pire que le peuple a rassemblé ensemble des enfants avec les enfants pour contraindre ces messieurs, faire ces messieurs comprendre. Lors du 21e congrès de l'Union départementale du syndicat FO qui s'est tenu samedi, Max Évariste a été réélu à l'unanimité. Une motion a été votée pour dénoncer le comportement de la Confédération nationale et exiger le paiement de la subvention mensuelle. Max Évariste est prêt à aller jusqu'au procès pour obtenir gain de cause. Restons dans le domaine du social, puisque notre invité a aussi pour partenaire ses représentants syndicaux. Rosergob, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'ARACT Guadeloupe, l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Vous êtes venu nous parler de la semaine pour la qualité de vie au travail. Ce sera assez tôt, c'est à partir d'aujourd'hui. Et c'est jusqu'au 17 juin. L'ARACT a été créé, l'ARACT Guadeloupe a été créé, justement, on en parlait, l'année de cette fameuse mobilisation populaire de 2009, qui était aussi et avant tout portée par des organisations syndicales. C'est de cette mobilisation qu'est née l'association ? En fait, l'ARACT est né, je dirais, de la volonté des partenaires sociaux, puisque pour qu'une ARACT puisse être érigée à l'échelle régionale, il faut que l'ensemble des partenaires sociaux, donc les patrons et les organisations de salariés, en soient convaincus. Et donc, c'est vrai que cet événement a déclenché l'intérêt d'avoir une ARACT en Guadeloupe, d'autant plus que la Guadeloupe était la seule région non pourvue d'une ARACT. Alors, on l'a vu, les syndicats seront dans la rue demain pour dénoncer la loi travail et la dégradation des conditions de travail. Vous qui êtes sous la tutelle du ministère du Travail, du ministère en charge du Travail, donc de Myriam El Khomri, est-ce que vous n'avez pas l'impression en cette période d'être un peu entre deux feux ? Non, puisque notre vocation n'est pas forcément d'intervenir dans le champ juridique. Nous sommes plus un outil technique à disposition des partenaires sociaux, donc des patrons et des salariés dans les entreprises, donc au sein des organisations, de façon à améliorer le quotidien. Donc l'intérêt d'avoir une ARAC, c'est d'avoir un outil au niveau régional qui puisse intervenir sur site en appui des salariés et des entreprises. Donc les aspects juridiques relèvent plus du domaine de l'inspection du travail. Mais comment s'apprécie le travail qui est fait par l'ARACT Guadeloupe après 7 ans d'existence? En quoi on peut dire que vous avez rempli la mission qui vous est confiée, qui est d'améliorer les conditions de travail des salariés? Je crois que nous avons d'abord des éléments chiffrés qui illustrent bien que nous avons une ARACT qui est active. Donc ça, c'est un premier point. Donc plus d'une centaine d'interventions en moins de 7 ans, puisque nous démarrons actuellement notre 7e année d'existence. Donc plus de 100 interventions dans les entreprises. Et sachant que la condition qui est requise pour que l'ARACT intervienne dans une entreprise, c'est qu'il faut l'accord à la fois du patron et des organisations syndicales. Donc dans 100 cas au moins, il y a eu un accord des partenaires pour faire en sorte qu'on puisse faire bouger les lignes et faire avancer les choses en interne dans les entreprises. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, nous avons aussi une reconnaissance nationale, puisque les travaux qui sont conduits par notre ARACT sont relayés au niveau national, au niveau du réseau ANACT-ARACT. Alors, l'autre mission affichée par l'ANACT, le réseau auquel vous appartenez, est de faire des conditions de travail un levier de performance. Comment arrive-t-on à concilier satisfaction au travail et performance économique ? Je crois que depuis tantôt, on a toujours voulu opposer une lecture économique, donc de performance des entreprises, et la dimension sociale.
Les deux, le leitmotiv du réseau, c'est de dire que les deux vont de pair. Vous ne pouvez pas réussir une pérennité d'une entreprise à long terme en sacrifiant le social, et inversement, vous ne pouvez pas promouvoir du social en négligeant, en oubliant l'économique. Une entreprise performante, c'est une entreprise qui arrive à produire des résultats, à assurer, à investir, assurer sa pérennité à long terme, et en même temps à prendre en compte l'intérêt aussi des salariés, d'autant plus que vous êtes dans une région en Guadeloupe où nous avons des secteurs économiques à majorité à forte densité de main-d'œuvre. Donc la qualité de la prestation, la valeur ajoutée de l'entreprise est pour une grande part liée aux capacités, aux compétences déployées par les salariés au quotidien. Concrètement, dans les entreprises avec lesquelles vous avez eu à collaborer, qu'est-ce qui n'allait pas et qu'est-ce qu'on a dû changer ? Globalement, je crois que la Guadeloupe ne se distingue pas forcément par rapport aux autres régions de France. Lorsqu'on regarde le réseau, nous avons en grosse majorité une demande portant sur des enjeux de santé au travail, avec notamment la montée des risques psychosociaux dont vous avez certainement entendu parler. Nous avons également des enjeux managériaux, c'est comment on manage, comment on prend en compte les réalités du quotidien, comment prendre en compte les aspirations des salariés, et ensuite après vous avez des aspects un peu plus basiques de conditions matérielles, d'organisation, au niveau du travail. En général, ce sont plus les organisations syndicales, ce sont plus les managers qui font appel à vous ? Ce sont les deux. Puisque pour que nous puissions intervenir, il faut qu'il y ait un accord de principe déjà des deux parties. Donc c'est soit le dirigeant, mais évidemment on ne peut pas intervenir dans une entreprise si le dirigeant n'en est pas d'accord. Et parallèlement, donc il en est de même aussi pour l'organisation syndicale. Si les représentants de personnes ne sont pas d'accord, nous ne pouvons pas intervenir non plus. Le thème de l'édition 2016 de cette semaine pour la qualité de la vie au travail, c'est mieux travailler à l'ère numérique. Quelles sont les contraintes nouvelles qu'est venue amener la transition numérique sur les conditions de travail ? Alors, je crois que le numérique, dans un premier temps, est présenté d'abord son aspect plutôt positif, puisque c'est une façon, notamment lorsqu'on est dans une île, c'est une façon aussi d'extravertir le territoire, d'être plus proche des lieux de production, notamment de connaissances ou autres. Donc cela permet certains désenclavements, cela permet de fluidifier les circulations au niveau informationnel. Ça permet aussi d'imaginer des coopérations, puisque auparavant, sans le numérique, il fallait passer par le téléphone, par d'autres voies. Donc cela permet aussi de travailler avec quelqu'un qui peut être à l'autre bout du monde, donc de générer un certain nombre de choses qui sont plus ou moins positives. Mais en même temps, on a relevé que ce numérique qui est présenté de façon plus ou moins positive recèle par certains aspects un certain nombre d'éléments qui nécessitent de porter un regard qui soit le plus pointu possible. Et c'est ça l'intérêt de cette semaine pour la qualité de vie au travail. Un exemple, on remarque, et là c'est tout un chacun peut l'observer, le développement des mails. Donc cette pratique tend à se développer, et en même temps, paradoxalement, et notamment sur nos territoires où on a en majorité de très petites entreprises, on observe une forme de distanciation managériale. On ne prend plus le temps de parler. On écrit puisque ça va plus vite, on écrit parfois à n'importe quelle heure, on écrit pendant le week-end, on réclame déjà une réponse le lundi. Bref, il y a un impact de ce développement de ces outils et qui nous fait dire que le numérique ne peut pas être abordé uniquement sous ses dimensions technologiques. C'est aussi la porte ouverte au travailler en tout lieu, à tout moment. Oui, effectivement, puisque les questions d'unité de temps et de lieu se trouvent totalement remises en cause aujourd'hui avec le numérique, puisqu'on peut travailler à n'importe quel moment, on peut travailler de façon synchrone ou asynchrone, et vous avez une rapidité aussi des choses avec le développement du numérique, avec aussi l'exigence aussi du client qu'il faut satisfaire à tout prix. On a une tendance de plus en plus à une culture de l'immédiateté qui se développe. Donc la pression, ce que nous appelons la pression temporelle, qui est génératrice de risques psychosociaux. Alors, quelques mots sur les temps forts de cette semaine. Quelle forme vont prendre les actions qui seront menées déjà demain? Il y a rendez-vous demain matin. Oui. Alors, cette édition recèle une particularité par rapport à ce que nous avons l'habitude de faire, c'est que nous avons associé des entreprises à cette manifestation, de façon à faire en sorte que la semaine de la qualité de vie au travail ne sera pas uniquement une affaire d'initiés, de spécialistes des questions des conditions de travail. Donc, nous avons 4 entreprises qui sont avec nous cette année, dont Orange Caraïbes, donc qui démarre dès demain au niveau de son agence de Moundong, une matinée de réflexion autour du numérique. Nous avons aussi des entreprises qui nous ont ouvert leurs portes, et ce qui nous a permis d'aller observer le travail, de voir comment le numérique se transforme, quelles sont les expérimentations qui sont en cours dans nos entreprises en Guadeloupe, montrer que la Guadeloupe n'est pas en reste par rapport à cette question-là, et nous aurons l'occasion de démontrer tout cela entre mercredi et vendredi, puisque nous avons 2 séances à la RACT
en action collective, on va recevoir les entreprises, et le vendredi, une matinée de synthèse de clôture dans un hôtel au Gosier. Donc il va nous permettre de faire le point, de réfléchir, de prendre de la distance sur les aspects positifs et négatifs du numérique au travail. Et utiliser l'outil numérique, justement, utiliser Internet, vous pouvez aller sur le site de l'ARACT Guadeloupe pour avoir le programme. Merci beaucoup, Rosaire Gob. Je rappelle que vous êtes directeur de l'ARACT Guadeloupe et que la semaine pour la qualité de vie au travail se déroule jusqu'au 17 juin. Merci encore une fois. Place maintenant à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. À Haïti, le programme des Nations Unies pour le développement lance un programme de reboisement de l'île. Mais direction pour commencer le Venezuela, c'est notre rendez-vous Caraïbes. C'est de façon très diplomatique que le président du Venezuela, Nicolás Maduro, le ministre vénézuélien de l'énergie et du pétrole, Eulogio Del Pino, le premier ministre d'Aruba, Mike Eman, le ministre de l'économie, de la communication, de l'énergie et de l'environnement, Mike Demesa, ainsi que le président de Citgo Petroleum Corporation, Nelson Martinez, se sont réunis à Aruba pour relancer l'industrie pétrolière. Après plusieurs mois de négociations, les représentants du gouvernement d'Aruba et la compagnie privée ont signé un contrat avec le Venezuela qui prévoit pour une durée de 15 ans la location des installations de raffinage avec une option de prolongation sur 10 ans. Un projet complémentaire est à l'étude et il prévoit la construction d'un gazoduc reliant les côtes du Venezuela et d'Aruba qui sont distantes de 27 km. Ce gazoduc permettrait l'utilisation du gaz naturel excédentaire disponible au Venezuela. Outre les coûts d'énergie, des économies importantes dans les opérations seraient alors réalisées. L'utilisation du gaz naturel permettrait de réduire considérablement les émissions de la raffinerie et de contribuer aux efforts de protection de l'environnement dans la région. Ce projet se situe dans la ceinture pétrolifère de l'Orénoque, le plus grand réservoir de pétrole du monde. Linda Tagliatella, l'ambassadeur des États-Unis pour l'Organisation des États des Caraïbes orientales, a octroyé un prêt de 9,6 millions de dollars à l'ARAC, une commission de l'OSCE chargée de réduire le risque climatique dans la Caraïbe orientale. 1,3 million seront destinés à l'aide à la Dominique pour améliorer sa capacité de résistance au changement climatique en aidant à protéger la vie et les moyens d'existence des Dominicains. Cette aide fait suite au passage de la tempête Erika qui a dévasté l'île l'an dernier. Il s'agira de multiplier les opérations de drainage et de construction de digues qui permettent de détourner les eaux des crues loin des villages et donc de réduire l'ampleur des inondations. Le village de Méro à la Dominique a été cité en exemple pour avoir mis en place ce dispositif et ainsi avoir pu résister aux conséquences du passage d'Erika. L'aide prévoit également la mise en place d'une agriculture intelligente, autrement dit une agriculture qui accorde une place aux énergies renouvelables et à la bonne utilisation de l'eau douce pour améliorer les rendements des cultures et assurer la sécurité alimentaire en Dominique. À l'origine, Haïti était recouverte à 80% de forêts avec une grande diversité d'arbres tels que des cocotiers, des acajou, des manguiers ou encore des tamariniers. Aujourd'hui, les surfaces boisées n'occupent plus que 2% de la surface totale d'Haïti. La déforestation a commencé pendant la période coloniale et s'est intensifiée avec l'introduction de la culture du café en 1730. Une monoculture qui en 50 ans a occupé un quart de la superficie du territoire haïtien. Par la suite, d'autres cultures, épices, sucre ou indigo, ont elles aussi entraîné la disparition des arbres. Au XIXe siècle, le phénomène s'est accéléré par les exportations de bois. À la suite de l'indépendance, les nouvelles autorités ont eu besoin d'argent pour payer à la France une indemnité de 150 millions de francs or qui nécessitait l'exportation des bois précieux. À partir des années 60, les Duvalier, père et fils, faisaient abattre les arbres pour éviter l'émergence de maquis pour les opposants. Face à ce désastre écologique, le programme des Nations Unies pour le développement prévoit de reboiser plus de 600 hectares du pays. 50 millions d'arbres seront plantés chaque année, mais il en faudra sans doute beaucoup plus pour qu'Haïti retrouve un semblant de manteau forestier et aider l'un des pays classés parmi les plus pauvres du monde.
Nous parlons d'Haïti toujours avec la Copa América qui s'est terminée sur un nouvel échec pour la sélection de football de la République d'Haïti. Les hommes de Patrice Neveu ont été défaits par les Équatoriens par 4-0 hier soir au terme de leur 3e match. Une défaite amère pour les Grenadiers qui participaient pour la première fois à cette compétition internationale et qui souhaitaient finir sur une bonne note. Dans l'autre rencontre de la soirée, la surprise est venue des Péruviens qui battent les Brésiliens par 1-0. Ce soir, Mexique, Venezuela et Uruguay-Jamaïque. Les premiers quarts de finale opposeront jeudi les États-Unis à la sélection d'Équateur. En Euro 2016, les Espagnols détenteurs de la Coupe d'Europe ont fait leur entrée ce matin dans la compétition. La Roja a battu la sélection de la République tchèque par 1-0. Au Stade de France, la République d'Irlande et la Suède se sont quittés sur le score de 1-partout. Cet après-midi, les Belges ont résisté face aux Italiens, mais se sont tout de même inclinés par 0-2 pour la Squadra Azzurra. Demain, Autriche-Hongrie sur le terrain du stade de Bordeaux et le Portugal de Cristiano Ronaldo face aux Islandais dans le mythique stade Geoffroy Guichard de Saint-Étienne. Mercredi, l'équipe suisse sera face à la sélection roumaine pour leur 2e match dans le groupe A, celui de la France. Et ce jour-là, 130 jeunes Guadeloupéens et leurs accompagnateurs seront au Parc des Princes pour assister au match. Ces 130 chanceux ont pris l'avion aujourd'hui pour cette belle aventure. Johan Charpentier-Titi est allé à leur rencontre juste avant le départ. Vous vous demandez encore par quels moyens vous allez pouvoir regarder les prochains matchs de l'Euro ? Eh bien, les 130 jeunes sélectionnés dans le cadre de l'opération Tous Prêts ne se posent plus cette question. Pour eux, ce sera Suisse-Roumanie au Parc des Princes. Une belle opportunité, d'autant plus que pour certains, il s'agit de leur premier voyage. C'est la première fois que je vais déjà prendre un avion, pour moi c'est stressant. Et aussi c'est la première fois que je touche la France, parce que c'est là où ma mère est née aussi. Avec une crainte toute naturelle. Que l'avion s'écrase, tout simplement. Mais tous sont très excités. Aussi, c'est la première fois aussi je vais dans un stade de foot, parce qu'en Guadeloupe, les stades de foot, bon, ça ne crie pas beaucoup, mais là-bas, je pense que j'aurai plus d'oreilles. C'est une opportunité à ne pas rater, quoi. Après, on va regarder un peu le match à l'Euro, là, tranquille. Et voilà. Je dirais pas fan, moi, mais ouais, j'aime bien le foot, quoi. Ça va, c'est cool. Ce n'est pas tous les jours que l'on a l'occasion d'assister à l'une des plus grandes compétitions sportives au monde, qui plus est, dans l'antre du Paris Saint-Germain. Je suis très très content et c'est extraordinaire de voir ça. Alors, en plus, c'est au Parc des Princes, donc c'est formidable. Mais le séjour parisien de ces jeunes Guadeloupéens ne sera pas uniquement footballistique. Oui, on va aller à Disneyland, Paris et tout ça. Surtout aller rider sur les skateparks de Paris, les balls, enfin les différents. Moi, je vais sortir, aller voir la famille, enfin découvrir le pays vu que je ne connais pas, donc voilà, je vais découvrir. L'aventure peut débuter de Pointe-à-Pitre au Parc des Princes. Ils sont tous prêts. Un point pour terminer sur la météo de ce soir et demain. Il devrait faire beau sur la Grande Terre, la Désirade et le sud de l'archipel. Mais le Nord-Basse-Terre et Saint-Claude risquent d'être sous la pluie. En milieu de nuit, les averses devraient s'estomper. Demain, beau soleil pour toutes les communes de Guadeloupe. Mais le ciel sera voilé à cause de la brume. Demain, la qualité de l'air demeure médiocre et l'indice Atmo passe de 6 à 7. Dans un instant, la Minute Sport d'Éric Pommier suivi de Controverse, le rendez-vous d'actualité présenté par Jean-Luc Icard. Juste après, les informations nationales et internationales et 2 numéros du magazine Enquête exclusive. Passez une excellente soirée sur Alizé Guadeloupe. On se retrouve demain 12h30 pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale.